Hey, salut tout le monde, bienvenue à 168 heures. Super content de vous retrouver. Aujourd'hui, à l'épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Catherine Turgy. Catherine, c'est une randonneuse de longue randonnée. Elle part pendant des semaines avec son sac à dos, puis elle est en train de compléter les derniers segments du Sentier national au Québec, ce qui va l'amener dans les prochaines semaines à être la première personne à compléter cet exploit-là. Puis on la prend là, vers la fin de cette aventure. Fait qu'elle vient nous partager son parcours, comment elle est passée du monde corporatif très performant à haut niveau dans un univers hyper cérébral à décider de vouloir ralentir le rythme dans sa vie personnelle à l'extérieur du travail, puis vouloir trouver des compromis qui l'amènent à être beaucoup plus dans l'équilibre, dans l'écoute de ses besoins de grands espaces d'oxygénation. Fait que c'est fascinant, elle est super proche de ses émotions en plus de ça, fait qu'on a vraiment accès à l'humain derrière la super-héroïne, qui est un des objectifs du show. Franchement, moi, j'ai connecté avec son parcours pour des raisons intimes puis personnelles. Je pense que ça va être le cas pour plusieurs personnes qui peuvent être parfois au prix avec ce dilemme de vouloir travailler, prendre soin de soi, être à l'écoute des autres, être à l'écoute de soi, performer, prendre le temps. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que j'ai pu en avoir à l'interviewer, puis en apprendre beaucoup plus sur la recherche du bonheur par des petites choses simples. Bon épisode! On est chanceux de t'avoir parce que tu es comme en train de finaliser ton projet, tu travailles en même temps, on tourne là en semaine. Oui. Moi, ce que je trouve fascinant, entre autres de ton histoire, c'est cette espèce de quête d'équilibre entre passer du temps en nature, puis en même temps subvenir à tes besoins, travailler. Tu travailles pas directement dans le monde de l'aventure, fait qu'il y a cette recherche d'équilibre-là. Puis le chemin qui t'a parcouru pour te rendre jusqu'à trouver un peu la recette qui fonctionne le mieux pour toi. Puis peut-être que la recette n'est pas finale. Mais tu sais, je suis vraiment curieux d'explorer cette portion-là, puis évidemment de parsemer ça un peu d'anecdotes de ton parcours puis de tes dernières longues randonnées. Parce que finalement, tu viens d'un monde vraiment plus cérébral. Un monde d'ingénieurs. J'aime ça développer de nouveaux produits. Je suis quelqu'un de très rationnel, c'est ce travail-là qui me permet de vivre. Fait que la recherche d'équilibre, j'étais beaucoup dans la performance aussi avant. OK. Parce en commençant la course à pied, j'étais très dans les chiffres, j'étais très dans la performance. Je suis comme, OK, si je commence à courir, c'est pas pour rien, je vais m'inscrire à un demi-marathon en partant. Ah ouais, J'avais jamais couru de ma vie. Puis ça a été... pas super le fun, mais c'était ça, tu sais, c'était la performance qui passait avant le bonheur, avant. Fait que j'ai commencé la course à pied sur asphalte, okay. Je me blessais, et ainsi de suite. On s'écoute pas quand on est en performance, fait que j'étais blessure par-dessus blessure. J'ai commencé le triathlon, je me suis dit, je me blesse en course, essayons autre chose. Fait que je me suis dirigée vers le triathlon, mais tu sais, pas rien qu'un peu. Là, je me suis dit, un sprint, c'est trop court, on va s'inscrire à un demi-Ironman. Et voilà, fait que j'ai commencé à m'entraîner, dédier mes fins de semaine, mes soirs de semaine à l'entraînement en pensant, dans la quête d'aller chercher quelque chose qui est bien pour moi en dehors de mon travail. Puis dans cette recherche de performance-là, c'était comme la solution à la mode, là, faire le triathlon. Ça a été une belle aventure, puis j'en ressors hyper fière. Là. Quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, je me suis écroulée en larmes. C'était tout un accomplissement. C'était le plus gros accomplissement de ma vie. Certainement. Puis le deuxième que j'ai fait l'année suivante, parce que je me suis réinscrit... quand on rebondit le lendemain d'une course comme ça, là, on a tendance à... OK, je fais quoi après? T'sais? Fait que j'ai rebondi, je me suis inscrit à un deuxième demi-Ironman. En commençant à avoir des petites questions qui me trottaient dans la tête, j'ai comme, OK, je le refais 2 fois. Mais il y a tout le temps le petit pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qui parlait de plus en plus fort, là. Puis cette petite voix-là qui était comme, mais dans quoi je m'embarque? Ouais, mais Catherine, c'est le défi, c'est pour ça, c'est pour ça. Tu t'embarques là-dedans, là, faut que tu le fasses, il faut. Puis une espèce d'injonction de performance, puis de... Puis là, je commençais à me questionner, est-ce que j'aime vraiment
est-ce que j'aime vraiment ça ou j'aime juste l'idée de la performance? Puis on dirait que la question est venue tranquillement. Puis à ce moment-là dans ma vie, quand j'ai fait mon 2e demi-Ironman à Tremblant, professionnellement, j'étais sur une bonne lancée. J'avais une belle carrière dans une multinationale, un poste de direction. Je voyageais à l'international, je traînais mes souliers de course, mes souliers de spinning, mon maillot, j'allais m'entraîner partout, à Paris. C'était le voyage, tu sais, vraiment, j'avais une vie là, hyper jet-set, mais zéro nourrissante, là. Ça n'a pas duré très longtemps, tout ça. Là, c'est comme si finalement ta carrière te demandait de te dépasser puis d'être hyper rigoureuse puis hyper dans la performance déjà. Ouais. Puis là, ce que tu allais chercher en t'entraînant en triathlon ou à la course, par exemple, dans les autres disciplines, à la base, qu'est-ce que tu allais chercher là-dedans? Puis où est-ce que finalement tu as réalisé que ça comblait pas ton besoin? J'allais le chercher parce que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose personnellement d'aussi gros que ma job. T'sais, je me dis, il faut que ma vie personnelle égale ma vie professionnelle. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que j'allais chercher ça là-dedans. Puis je me dis, le dépassement physique, je peux pas l'avoir au travail. Je vais compenser, je vais faire ça de mon temps libre. T'sais. Mais avec un même niveau comme d'intensité. Avec un même niveau d'intensité, qui est pas naturel en fait. Puis sans se poser la question, est-ce que j'aime vraiment ça? Je suivais la vague. Là, J'ai beaucoup d'amis qui étaient là-dedans. C'était un peu comme une mode. Il y avait un beau mouvement. Puis les réseaux sociaux contribuent beaucoup à ça, là, de faire clair. ça, de glorifier la performance et tout ça. Puis plus la distance est longue, plus c'est glorifié. Puis il y a même des distances, tu sais, un triathlon sprint, c'est pas un full Ironman. T'sais. Exact. C'est pour ça que j'ai comme skippé cette étape-là. J'étais tout de suite switché, mais ça vaut pas la peine de faire des petites distances. C'est drôle comme thinking, parce que ça devrait pas être ça, mais il y a pas de mauvaise distance, mais c'est comme ça dans l'esprit des gens. Puis fait que je me suis inscrite tout de suite dans les grandes distances. Puis la prochaine étape, c'était un full Ironman, tu sais. Mais je me suis évidemment pas rendue là. J'ai eu le bon call juste avant de me rendre là. Le bon call, ça a été un moment un peu difficile dans ma vie. J'ai un peu brisé. Suite à ce 2e événement-là, même au travail, je voyais plus mes amis, je voyais plus ma famille. Ma vie sociale était très faible. Je me sentais isolée. Tu sais, quand t'es partout à la fois, t'as pas vraiment de collègues de travail, t'as pas de... Et il me manquait le côté humain, tu sais, j'arrivais dans les sites pour les auditer, moi j'étais comme, pas la méchante, mais les gens me traitaient avec une distance, avec un certain froid, fait que j'avais plus vraiment de contact humain significatif, puis ma vie s'en allait dans une direction, mais je m'en vais où comme ça, tu sais? Puis du jour au lendemain, ça a brisé, ça a vraiment cassé, plus de son, plus d'image. Ça a été un mur qui s'est dressé devant moi. Là. J'ai frappé le mur complètement. Puis là, tous les petits pourquoi que j'avais eu avant, là, ils résonnaient dans ma tête. Puis je suis comme, fallait que je les écoute. C'est ces petits pourquoi-là qu'il aurait fallu que j'écoute pour pas frapper le mur, mais je les ai jamais écoutés. Je me suis jamais vraiment écoutée. Puis sans me rendre compte, c'est pas parce que je voulais pas m'écouter, c'est que t'es dans une direction comme ça, t'es déconnecté un peu de toi-même. Fait que tu fonces comme un train à grande vitesse, puis à un moment donné, ça... T'es rentré dans moi, le ça mur. m'a frappé. Ouais, je suis rentrée dans le mur. Puis mon corps a lâché. J'ai été en arrêt pendant un bon 8 mois, là, avant d'être capable de fonctionner à nouveau. Limite, tu sais, je me rendais à l'épicerie, là. J'habitais à 1 km de l'épicerie. J'allais à pied pour m'acheter une pinte de lait, là. Ça, c'est pendant mon arrêt, là. Je me rendais là juste acheter une pinte de lait. J'arrivais dans le vestibule de l'épicerie, puis je me rappelais plus ce que je venais faire là. C'est ça. Puis là, il y a une petite panique, puis là, je faisais comme une crise d'anxiété. Je revirais de bord, puis je rentrais chez moi me cacher. Là. C'était vraiment... je suis dysfonctionnelle. Je suis comme, est-ce que je vais m'en sortir un jour, tu sais? Ça me parle personnellement, en fait, ce que tu partages. Fait que j'ai comme une... c'est fort, là. C'est parce que c'est quelque chose qui est pas tangible, puis qu'on parle de plus en plus, heureusement, là, mais qui est difficile à exprimer parce que c'est pas rationnel. Puis quand on est beaucoup alerte au regard des autres, puis qu'on a peur du jugement, puis qu'on est quelqu'un qui veut toujours plaire, qui cherche la reconnaissance, tout ça vient nuire à la guérison. Là. C'est beaucoup de patterns à défaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis ton appel à aller dehors puis à bouger... c'est transformé, si je comprends bien, à travers ce processus-là de guérison, de transformation. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a émergé au bout du cheminement? Quelques années avant, j'ai ma tante Evelyne, qui est très chère à mes yeux, qui est un personnage important dans ma vie. Elle m'avait amené dans les Adirondacks. On avait fait le Mont Giant. Ça, c'est pendant que je faisais des demi-marathons et tout. Puis là, j'ai fait comme, waouh! La montagne, mais on peut pas courir ici.
Tu sais, la montagne m'impose un rythme, là. On dirait que la Ouais. nature m'impose quelque chose, puis elle me Uh-huh. parle. Puis cette impression-là, à ce moment-là, est restée dans ma tête un peu tout le long. Mhm. Et j'ai découvert la course en sentier. Fait que je perdais toujours pas l'idée de la course, mais je Ouais. me suis lancée sur les sentiers. Là, j'ai retrouvé la nature que j'avais connue dans les Adirondacks. Puis je suis comme, oh mon Dieu, mais là, je peux courir là-dedans. Let's go, let's go. Ouais. Puis au fil des courses, j'ai comme, mais elle est belle la nature autour de moi, tu sais, pourquoi je marcherais pas? Mon premier trip de backpacking, j'ai croisé une dame sur l'Appalachian Trail, qu'on croisait dans ce chemin-là, qui était en train de le faire. Ok. Elle devait avoir dans cinquantaine, elle était toute habillée en rose, un peu dépareillée. Tu sais, peu importe ce que les gens pensaient d'elle, elle était là, puis elle était tellement vivante. Puis j'ai croisé cette dame-là, puis elle dit, je fais l'Appalachian Trail. Là, j'ai fait comme, mais je veux ça. Je veux faire ça. Je me voyais en elle, j'étais comme, wow, l'Appalachian Trail, tu sais, pourquoi pas moi? Pourquoi pas je la ferais? Fait que je me suis vraiment donné ça comme objectif. À la base, c'était pour mes 40 ans. Je m'étais dit, oh, je vais faire l'Appalachian Trail quand j'aurai 40 ans. Puis plus les années passaient, plus ça se rapprochait. Je suis comme, non, non, mais je vais la faire en 2021. Ah non, je vais la faire en 2020. Puis là, j'étais prête en 2020. Fait que pendant 3 ans, là, je préparais ça. Puis là, enfin, mars 2020, j'allais chercher mon petit écusson au départ en Georgie, puis j'étais vraiment fébrile de commencer ça. Puis on entendait un peu parler aussi de la COVID dans ce temps-là, mais je me suis dit, pas grave, je vais être en sécurité dans la forêt. Bon, on comprenait pas trop l'ampleur. C'était en Europe. C'est juste en Europe que ça se passe. Ici, ça va bien aller. Fait que là, t'es début mars 2020. Ouais. T'as pris des billets d'avion, t'as mis le travail sur pause. Après avoir fait tout ça, t'être préparé, t'es au début du sentier. Ça se passe comment pour toi les premiers jours? Comment tu te sens au départ de ce projet complètement débile? Je ne touchais plus à terre. Malgré le poids de mon sac, au début, là, je flottais. Là. Fait quand t'es au départ, pour les gens qui connaissent pas tant l'Appalachian Trail, t'es au départ, là, ce qu'il y a devant toi, c'est quoi? Parce que c'est des milliers de kilomètres, c'est plusieurs états, plusieurs types de végétation. C'est les Appalaches, ça passe direct par la crête des Appalaches sur 3500 km. Ça traverse 14 États. Ils sont pas très grands, les États, dans ce coin-là. Ça permet d'en traverser une couple. Puis c'est ça, 3500 km avec énormément de dénivelé, parce que ça passe par les montagnes. Puis évidemment, le temps estimé pour le faire, c'est, j'imagine, 3-4 mois au moins? Ah, ça peut être plus. Là. Le record à la course, je pense, c'est quelque chose comme 40 jours. Là. Ouais, j'ai vu en marchant, les gens se prévoient en moyenne 5 mois. 5 mois. Ouais. Des fois, il y en a qui le font en 7, il y en a qui le font en 4. C'est tellement personnel, là, selon le nombre de kilomètres qu'on peut couvrir par jour. Là. Évidemment, tu as besoin de ravitaillement en cours de route, d'équipements peut-être qui changent ou qui brisent, mais de nourriture aussi. Fait que tu croises des villages. Oui, c'est quand même un sentier qui existe depuis longtemps. Fait que les épiceries puis les centres urbains ou les villages en chemin sont prêts à accueillir les randonneurs. Là. Fait qu'ils ont l'équipement pour... il y a une économie qui s'est bâtie autour du sentier. Oui, il y a un lifestyle. Là. C'est vraiment un mode de vie, l'Appalachian Trail. Là. Tu rencontres des gens, tu finis... Il y a tout un vocabulaire et un langage qui se crée. Là. On appelle ça des tramily. Quand tu finis par te faire un groupe de randonneurs qui se suivent là, au même rythme, là, ça fait des tramily. Les gens se donnent des noms de sentiers. Les gens s'appellent pas par leur prénom. Ah ouais? Au début, oui, puis à un certain moment, tu te fais rebaptiser. Un peu comme un camp de jour. OK, par ton tramily, par ton gang de... Tu peux pas te nommer toi-même. C'est les autres qui te donnent un nom. OK. Fait que tous ceux que je connais au début, ceux que j'ai commencé avec, je connais leur prénom, mais les autres que je rencontrais au fil du chemin, c'était 5 o'clock, c'était Turtle, c'était Shower Ballonné, Noodle Slime. Tous des noms. C'est sérieux? C'est tous des noms de sentiers ou de segments ou de. Non, ils se font donner un nom, un surnom. Okay, un totem. Exactement. On se fait donner un totem selon des anecdotes, selon ce qu'on a vécu avec les autres ou selon notre histoire qu'on a racontée. Là. As-tu baptisé du monde, toi? Moi, j'ai pas baptisé personne. J'ai approuvé un nom de quelqu'un que je randonnais avec, qu'on l'a appelé Glacier, parce qu'il buvait tout le temps le Gatorade bleu. Puis lui, il avançait lentement mais sûrement. Comme un glacier. Comme un glacier. Il s'appelle Glacier. On m'a donné un nom au bout de quelques jours, je pense au bout de 5-6 jours. OK, c'est ça, j'allais te demander. Ouais. Quand les gens ont su là, que la frontière du Canada, j'étais la seule Canadienne du groupe. Il y avait une Australienne avec moi, Noodle Slime. OK. Puis j'étais la seule Canadienne, puis quand les frontières ont fermé, on dit « Ah, t'as traversé juste à temps, t'es libre. » Puis tu sais, j'étais francophone, fait que la statue de la liberté et tout, fait qu'ils ont décidé de m'appeler Liberty.
Ah, Fait que wow! c'était mon nom de trail, Liberty. C'est donc bien significatif avec tout ton processus en Oui, plus. c'est vrai. Mais j'ai pleuré quand on me l'a donné, puis eux autres, ils mesuraient pas. Tu sais, on va l'appeler Liberty parce que c'est ça qu'on connaît de toi, mais ils connaissent pas tout le processus. Les larmes qui coulent, pis sont Oui. comme, mais voyons, on pensait pas. Oui, tu sais. il était comme 7 h le matin, ils déjeunaient ensemble, puis ils étaient en caucus pour me trouver un nom. Moi, je pliais mon hamac, puis je suis arrivée pour les rejoindre, puis ils m'ont dit ça dans la brume du matin. Ah, c'était un moment, là. C'était beau, là. Puis il était content que je l'accepte, parce que tu peux aussi refuser ton nom de traite. Ok. Moi, j'ai comme, OK, j'accepte. Let's go. Fait on s'est un peu écarté, mais j'étais trop curieux de comprendre un peu plus la dynamique. Fait que les premiers jours de marche, ça se passe comment? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de longue randonnée, là, c'est quoi la dynamique, la routine qui s'installe, les tâches à faire? Ouais. Comment tu gères tout ça? Au début, c'est plus long à monter le camp et à le défaire parce qu'on n'est pas nécessairement habitué à cette routine-là. Mais oui, c'est tout le temps la même chose. On marche, on choisit notre endroit pour dormir. Puis sur l'Appalachian Trail, il y a des possibilités de campement à tous les 10 km à peu près. Fait que souvent, tu fais 20 ou 10, ou 20 ou 10. Mais des fois, c'est 7, des fois, c'est 13, des fois, c'est 26. Fait qu'arriver au camp, au moment où tu choisis, tu accroches ton hamac, soupe, accroches la nourriture, te mets au dodo. Fait qu'il y a une petite routine du soir qui s'installe, jaser aussi avec les autres randonneurs. On n'est jamais seul vraiment. Quand on arrive à un campement, il y a d'autres gens qui campent autour. On n'est jamais très isolé. Dans la journée, je croisais personne. Puis le soir, en arrivant à un campement, il y a souvent des gens qui se grèvent, qui arrivent plus tard, à des rythmes différents. Fait qu'on se rejoint. Ça. Puis on vit toute la même affaire en même temps. Fait qu'on jase du vécu, de ce qu'on a vu dans la journée, de ce qui s'en vient. On est très dans le moment présent. Puis c'est des gens de tous les milieux qui se connaissent pas du tout, puis qui jasent des mêmes choses, en fait. Fait que ça, c'est beau. Fait que oui, la petite routine du campement. Le lendemain matin, tu te réveilles avec le soleil. Souvent, à ce temps-là de l'année, c'était 5-6 heures le matin. Là. Fait qu'on déjeune le petit gruau, défait le campement, puis on remet ça dans le sac, puis on est parti pour une autre journée. Fait que c'est tout simple comme vie, là. C'est vraiment le strict minimum, là. Puis au bout de 3, 4 ou 5 jours, tout dépendant, tu croises des villages pour racheter un peu de nourriture, puis refaire les vivres, là. OK. En une douche, c'est possible. Puis est-ce que tu étais surtout sur de la nourriture lyophilisée ou tu étais sur... tu faisais ta propre nourriture avec des ingrédients secs ou des ingrédients frais? Comment... On devient créatif, hein, parce que les repas lyophilisés, ben, c'est pas donné. Fait que sur le long terme, on n'en trouve pas non plus dans toutes les épiceries. Évidemment. Fait que c'est pas quelque chose que je pouvais compter là-dessus tous les jours. Fait qu'on devient créatif, là. Fait que des ramen mélangés avec une protéine, mélangés avec des légumes déshydratés. Des patates en poudre dans sachet. C'est pas de la haute gastronomie, mais c'est des choses légères, des choses qui se traînent bien, du thon en sachet. C'est comme ce qu'il y a dans les cannes de thon, mais sous forme de sachet, fait que ça se traîne mieux. Du gruau, des sacs de noix, des barres protéinées. Tout ça peut se trouver en épicerie, là. Puis la journée qu'on fait l'épicerie, ben, généralement, on se prend du frais pour le lendemain. Des crottes de fromage, des choses plus fraîches juste pour la journée qui suit. Un peu plus lourd, mais bon, c'est bon pour le moral. C'est ça, puis c'est juste pour une journée. Fait que souvent, on se prend un bon lunch pour le soir même. Fait que c'est la petite routine de nourriture qui est le fun, là. Je traînais jamais plus que 4 à 5 jours de nourriture dans mon dos. OK. Puis au niveau de la gestion, évidemment, tu sais, je me mets dans la peau de quelqu'un qui sort un peu en camping, mais pas tant que ça. Au niveau de la gestion de l'eau, des animaux, des ampoules, tu sais, comment tu... la gestion des ampoules, ça, je pense qu'il faut trouver sa recette parce que ça peut devenir un problème, là, quand t'as ampoule par-dessus ampoule, j'appelle ça des inceptions d'ampoules, une ampoule qui se forme dans une ampoule. Évidemment, il faut traîner les bons plasters qui conviennent, l'humidité aide pas, mais mon secret, c'était 2 layers de bas. 2 couches de bas, ça a été le bonheur. Je n'ai plus jamais fait d'ampoule. Puis moi, mes orteils s'entretuent, se frottent entre elles. Fait que j'ai des bas à orteils et un bas par-dessus. Oh là. Ça, c'est ma recette secrète. C'est cute, ça. Ouais. Ben tu peux porter des gougounes. Ah ouais, ben c'est vrai, c'est vrai. Arriver au campement en bas gougounes, c'est génial. Le bonheur total. Bas orteils, gougounes. Oh yeah. Je me sentais vraiment dans mon élément. J'étais plus que préparée. Je suis née pour ça, là. Oui, j'étais enfin dessus. Je marchais sur mon rêve, là. C'est ça. Ça fait des années que tu testes, t'essaies des affaires, t'apprends. Oui, puis c'était au-delà de mes attentes, l'ambiance que j'ai trouvée là, la qualité des sentiers, la beauté des paysages, puis l'aisance avec laquelle j'avançais puis je progressais là-dedans, c'était comme naturel. C'était un gros wow, là. Fait que quand ça a frappé, la pandémie, j'ai dit attendez, là, non, là, moi je reste ici, là. Je voulais pas quitter ça. Parce que les frontières ont fermé. Oui.
Le gouvernement nous rappelait. C'est ça. Mais Le moi, je me gouvernement suis dit, canadien dit j'arrive, revenez là. au pays. J'y allais à pied. Ouais. J'étais en chemin. Je J'aurais pris m'en un peu viens. de temps. Techniquement, j'étais en chemin. Là. Laissez-moi le temps d'arriver. mais oui, puis là, mes assurances me couvraient plus. Ouais, c'est ça. s'il arrivait C'était quelque trop chose. tôt. C'était trop tôt dans la pandémie. Ouais, on savait était pas. en mode Beaucoup d'inconnus. vigilance. Là. C'est ça, Ouais. tu sais, j'arrivais en ville, tous les restaurants étaient fermés, les hôtels étaient fermés, un petit peu comme, c'était post-apocalyptique limite, là. Ah ouais, hein? Oui, le village était désert, les gens se méfiaient de nous, je suis comme, oh là là. Les plus moyen gens d'avoir commencent à avoir peur les uns des autres. Un Ben peu, oui, c'est vrai. Fait que je voulais pas vivre ça dans ce Ouais. contexte-là, puis avec l'inconnu et tout, j'étais comme ça enlevait un peu le fun de l'aventure aussi, là. C'est le fun, là, l'aventure, mais là, c'est trop d'inconnus, trop de choses que je contrôle pas, c'est peut-être plus grave qu'on pense. Fait qu'à un croisement de route où il y avait une pancarte qui indiquait aux non-résidents du Tennessee de ne pas continuer. OK. Il refusait que les non-résidents entrent dans l'État. OK. C'est là que j'ai fait comme, c'est plus pas plus le entre bon mes temps, mains. là. Là. Non, c'est ça. C'est pas viable actuellement C'est ça. comme que projet. c'est là que... Ouf, la coupure, là. Ben, tu sais, tout le monde a vécu un choc aussi, je pense, là, à certaines échelles. Mais moi, Ouais. j'étais avec mon petit sac à dos toute seule au bout du sentier, puis... Excusez, là, mais je me suis écroulée, là, je me suis assise à terre, je suis comme, mais non, je veux rester sur le sentier, moi. Ah. Je veux juste marcher, tu sais, je fais pas de mal à personne, mais... Je Pardon. veux Ouais, ma voix juste se casse. marcher dehors. Je veux juste être dans le bois. C'est tout. Je suis isolée, là, je suis en full distanciation. Tu sais, honnêtement, je croisais pas grand monde dans une Ben, journée. c'est Là. ça. Je me sentais plus à l'abri là que quand j'arrêtais dans les villes. Ben oui, avec raison. Mais là, il fallait que je me rende à l'évidence. Là. C'était là que ça arrêtait. Là. On pouvait pas continuer. Là, j'imagine c'est comme tout le questionnement. Je veux-tu comme pogner pour retourner travailler? Tu sais, Ben, c'est ça. C'est comme... Oui, là, parce que là, ça je peut, retombais là. un peu dans le vide. Là. J'avais plus de logement. C'est pas ça le plan, là. non, Le plan, non. c'est comme Ouais, de faire quelque chose pour moi, là. Exact. Puis c'est la première fois de ma vie Ah, c'est que je faisais un terrible. projet. Excuse de rire. Ah, ça là, va. mais- Mais j'en ris aussi aujourd'hui, mais tu sais, c'est la première fois de ma vie que je faisais quelque chose d'aussi grand seulement pour moi. Je le Mhm. faisais pas pour les autres, je le Ouais. faisais pas pour l'image, je le faisais Mhm. parce que c'est ça qui m'appelait, puis je faisais le choix, moi, toute seule, Ouais. d'aller faire ça. Fait que c'est ça qui était un deuil difficile à faire, parce que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose seulement pour moi. Et là, malgré l'émotion, à un moment donné, tu te dis, ben là, regarde, je tire la plug, j'arrive à l'évidence, c'est Ouais. terminé. Ouais. On revient à la maison. Là, tu reviens au Canada. Ouais. On était 5 dans l'avion. Ok. Il y avait presque plus de vol à ce Ouais. moment-là. Fait que je suis rentrée au bercail, j'ai fait une quarantaine. Ok. Le moment d'arriver à l'aéroport était complètement déchirant aussi, là, parce que j'imagine. mes parents sont venus me porter mon auto, pleine de 2 semaines de nourriture, de vêtements, avec mon chien dans l'auto. Puis ils m'ont laissé l'auto sur le trottoir de l'aéroport, puis eux étaient, tu sais, quelques mètres plus loin, puis ils me Ah, faisaient c'est ça. des tatas à distance, tu sais. Comment on peut pas venir te donner de câlin? Tant qu'à rien faire, puis à ruminer des mauvaises pensées, je dis, bon, ben, je vais revenir travailler le temps que la frontière réouvre, puis que je puisse retourner sur l'Appalachian Trail. Mhm. Fait que c'était ça le plan. Fait que je retourne travailler, je dis, bah, c'est une question de 2-3 semaines, la frontière va réouvrir. Tout est beau, ils pensaient la réouvrir au mois de mai. Je suis comme, c'est bon, au mois de mai, ça se joue encore. Je repars Ouais. sur l'Appalachian Trail. Ah ouais, puis là, c'était Là, de ça mois reportait. en mois, là. De mois en mois, ça reportait. Puis là, je voyais Ah. mon projet reculer, jusqu'à ce qu'il le reporte en juillet. Je dis, ben, c'est toujours pas grave, on va la flipper de bord, puis je vais commencer dans le nord, puis descendre jusqu'en Georgie. Ah ouais. Tu sais, ça se Ben fait. ouais, ben ouais. Mais là, juillet, toujours pas ouvert. Fait que là, on parle de ça, on était début juin, là. Début juin, je suis comme, mais si je veux faire quelque chose de mon été, j'ai l'opportunité de le faire, puis il faut que je trouve un plan là, Mhm. à l'intérieur de nos frontières. Puis c'est là que l'idée a germé de faire le Sentier national au Québec. Yes, explique-nous c'est quoi pour Mon ceux qui plan B. connaissent pas, parce que c'est... Oui, c'est très méconnu. Ouais, c'est un peu une chasse gardée, Ouais, c'est comme... il y a eu une initiative dans les années 90 de faire, c'était Hike Canada en marche. Hike Canada en marche, c'est bilingue, là. De faire un sentier transcanadien purement pédestre, 100% pédestre, d'une province à l'autre. Puis le Québec a embarqué là-dedans avec un beau comité, avec la Fédération de la marche du Québec, puis ils ont ouvert un sentier de longue randonnée. L'objectif du chantier, parce que c'est encore un chantier aujourd'hui, c'était de faire un sentier en continu de Gatineau à Forillon, avec Ok. une traversée aux Escoumins. Ça, on parle de ça dans les années 90. Aujourd'hui, il n'est toujours pas complété, mais il y a quand même un 1650 km existant de sentier au Québec, qui Ok, s'appelle wow. le Sentier national, qui est un peu décousu, qui a des petits bouts qui manquent.
mais que j'avais découvert en faisant mes longues randonnées en préparation de l'Appalachian Trail. J'avais fait quelques longues randos dessus, notamment en Mauricie, dans la Mastigouche. J'avais fait un petit 7 jours dans le Sentier national de la Mastigouche. Je connaissais le territoire, j'étais au courant qu'il y avait un tracé, je connaissais des petits bouts. Puis là, mon plan B, là, c'était, la seule chose qu'on peut faire le plus long au Québec présentement, c'est le Sentier national. Ouais. Même s'il est rabouté, je vais le faire. Fait qu'au final, finalement, l'été, c'est l'été 2020, fait que l'été dernier, t'auras passé combien de temps dehors? Comment tu le calcules en kilomètres? T'as passé l'été dehors? Oui, j'ai passé l'été dehors. Du 22 juin au 5 septembre, 76 jours de dehors. Bon, il y avait je me suis payé une fois ou deux des petits motels, j'ai dormi chez des amis en chemin. Ouais. Je n'appelle pas ça de la triche, ça fait partie du voyage, ça fait partie de la longue rando, mais oui, tout l'été. Je serais curieux que tu nous partages, toi qui as marché le Québec finalement. C'est fou. Il y a des gens qui ont parcouru le Québec, mais de l'avoir marché, c'est plus rare. Fait que, est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont surpris, qui t'ont charmé, que tu t'attendais pas, ou je sais pas, tu sais, qui ont été plus marquants? La région de Charlevoix, je l'avais jamais visitée. Okay. Moi, j'étais tout le temps partie des Adirondacks. Je me tournais jamais vers l'autre côté de la frontière. Fait que ça aussi, visiter la région de Charlevoix à pied, c'était quand même assez magique, là. Puis le Sentier national passe par la traversée de Charlevoix, qui ne passe pas par tous les sommets. Puis moi, avec tout le temps que j'avais devant moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire la traversée de Charlevoix sans faire tous les monts qu'il y a autour puis qui me regardent. Fait que j'ai fait beaucoup de détours dans ce coin-là pour aller explorer les montagnes de la région. Fait que je suis vraiment tombée en amour avec cette région-là. Puis d'autres régions en chemin aussi, là. J'ai revisité la Naudière, que je connaissais bien, mais quand on est en autonomie puis on fait juste le marché, on voit des choses qu'on n'a pas le temps de voir dans une journée de rando, là. Puis c'est surréel aussi d'arriver à Gaspé. J'étais allée une fois dans ma vie en Gaspésie. Encore une fois, je connaissais pas tant mon Québec avant de le marcher, là. Puis arriver à Gaspé, arriver à Forillon, en fait, puis avoir une vue sur Gaspé de l'autre côté. Au bout du monde, Presque, juste avant d'arriver au bout, la veille. On arrive premier point de vue sur Gaspé, je regarde Gaspé, je fais comme... voyons, je viendrais même pas ici en auto. Puis là, j'arrive à pied. C'était complètement surréel, là. Ce moment-là était assez étrange comme feeling. C'est clair. Oui, parce que ça porte bien son nom, là. C'est le sentier du bout du monde. Oui, le bout du monde, le kilomètre zéro. C'est là que j'ai fini, en fait. C'était la fin du voyage. Magnifique. Elle t'en parle, puis t'es encore toute souriante, t'as les yeux pétillants, tu sais, et clairement... ça t'apporte quelque chose, finalement, ce projet-là, ce type d'expérience-là. Qu'est-ce que ça t'apporte, justement? J'ai découvert que la vraie vie, c'est dans la nature, là. La vraie vie, nos vrais instincts, notre être vivant, puis tout ce qui nous entoure, c'est dans la nature que ça se passe. C'est pas dans les routes en béton, dans les villes, dans les centres urbains. Fait que j'acceptais de retourner dans mon monde synthétique à condition de garder un pied sur le sentier. Puis ça, c'est là-dedans que je voulais garder, j'appelle ça mon pouvoir de calme, là. En revenant de la trail, j'étais d'un calme. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez active et limite hyperactive, mais je voulais garder le pouvoir de calme que le sentier m'avait donné. Je suis comme, si je veux garder ce pouvoir-là, c'est un super pouvoir. La fin de semaine, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je retrouve le sentier, il faut que j'y retourne pour garder le pied dessus puis me garder ancré dans ma vie. Mais ça donne un recul sur la vie aussi. Quand tu as vécu comme ça aussi simplement, puis tu te rends compte qu'on a besoin de pas grand-chose là, pour être heureux, là, puis pour vivre, en fait. C'est ça, tu as une théorie autour de la vraie vie versus la vie synthétique. La vraie vie étant... La simplicité. La vraie vie, c'est... en tout cas, c'est ma définition, mais c'est d'apprendre à s'émerveiller de peu. Puis à se rendre compte qu'on est riche avec vraiment pas grand-chose, tu sais. Puis il est là, le bonheur, là, il est dans les petits moments simples. Puis après ça, c'est qu'on découvre que la vie synthétique nous offre tellement des luxes qu'on a pris pour acquis. Tu sais, on l'entend souvent, mais une douche chaude. Oh my God, une douche chaude. Mais ça prend des proportions de rêve, là. C'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Puis, tu sais, on est souvent malheureux dans le monde synthétique. Les gens qui sont enfermés là-dedans, on développe des problèmes de dépression, des troubles de santé mentale, puis on se rend pas compte qu'on est assis sur du gros luxe. Fait que quand on sort de ça, puis qu'on s'expose à la vraie vie, là, entre guillemets, mais qu'on se donne du mal pour survivre, en tout cas, ce mot-là aussi est spécial, là, mais qu'on se met à l'épreuve, qu'on tombe dans l'inconfort, puis qu'on apprend de quoi on est fait,
quand tu retournes dans la vraie vie, la vie synthétique, c'est là que tu te rends compte que, mon Dieu, on a tout pris pour acquis, mais on est donc bien, tu sais. On est vraiment riche, là, pour vrai, là. Fait que ça donne un certain recul, puis ça enlève de l'importance aux petits stress qu'on se donnait qui sont insignifiants, en fait. C'est comme, ben voyons, je me stressais pour ça. Hein. Pas besoin de ça pour survivre. Fait que ça donne un lâcher-prise, là, incroyable aussi de revenir de ça, puis de se rendre compte que, oh, tu sais, on s'en faisait pour pas grand-chose, en fait, là. Fait que c'est ça, le pouvoir de calme, là, que j'essaie de garder. Intéressant, vraiment. Le recul que ça donne. J'aimerais ça que tu nous reparles de, pour toi, ce que ça a signifié d'arriver au bout de ton gros été 2020 de randonnée, tu sais, puis le retour à la vie synthétique. Oui. Ben, je redoutais l'arrivée au bout, en fait. Les kilomètres qui ont précédé, là, je voyais les petites bornes rouges qui décomptaient vers la fin. Là. Il y a des bornes kilométriques à tous les kilomètres, puis là, ça faisait 7, 6, 5, 4, 3... Là, je ralentissais, là. Je marchais doucement, puis j'étais comme, je peux pas croire que j'arrive au bout, là. Je veux pas finir, là. Je veux pas que ce soit fini, cette histoire-là, là. Je veux pas arrêter de marcher. Puis il y a une autre partie de moi qui était comme, waouh, tout ce que j'ai fait. Mais tout ce que j'ai fait, pas juste que j'ai marché là, mais comment j'ai viré ça de bord. Ouais. Comment j'ai fait mon plan B, comment je l'ai construit à partir de rien. Exact. Parce que mon aventure plan A a pas marché, tu sais. Tu t'es tenu pour toi. Complètement. Je suis restée fidèle à ce que je voulais faire cet été-là. Je me suis écoutée. J'ai construit quelque chose qui m'a dépassée, parce que je pensais jamais être la seule ou la première à faire ça. Non, ça aussi, là, c'était comme une grosse surprise. Ouais. Parce que moi, c'était pas ça le focus, c'était je veux juste marcher. Ouais, c'est ça. Juste marcher. Puis d'avoir construit ce projet-là pour moi, d'avoir été créative, d'avoir su me revirer de bord, d'avoir fait de la limonade avec les citrons de la vie, puis d'arriver au bout de ça, c'était un moment là, tellement haut en émotion. Là, c'est plus que juste les kilomètres parcourus. Là. Je me suis littéralement écroulée à genoux au kilomètre zéro, là, puis j'ai comme « Wow, merci mes jambes, merci mon... » Je remercie ma passion ou ma... je sais pas ce que je remercie, mais je remercie le fait que j'ai été capable de me revirer de bord, cette capacité que j'ai eue à être résiliente puis à faire coûte que coûte ce que j'aime. Ouais. Wow, ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce que la fin de ce chapitre-là ou le retour à la vie synthétique ou la vie, la vie en société soit aussi marquant, aussi frappant? Je m'attendais à ce que ce soit marquant. J'étais préparée. On n'est jamais préparé vraiment à ça, mais je savais ce qui m'attendait. Je savais que j'aurais à vivre un retour. Puis vivre le retour, c'est spécial parce que tu retournes dans un mode de vie qui t'est devenu un petit peu étranger. Mm-hmm. Puis c'est comme revenir d'un long voyage, là. Fait que je redoutais un peu le retour. Je me suis pris du temps pour revenir. Je suis pas retournée travailler le lendemain, là. Ouais. Je suis revenue en ville, j'ai pris le temps. Fait que ça m'a permis d'atterrir, ça m'a permis de délier aussi les articulations raidies par le sentier. Ça m'a permis de reprendre un rythme normal dans une vie synthétique. Puis au retour de ça, une quarantaine. Fait 2 semaines à la maison, juste être à la maison, dormir dans le même lit. Ça, c'est spécial au retour. Dormir dans le même lit toutes les nuits. Dormir à la même place sur un matelas plusieurs jours consécutifs. Tu sais, ça fait bizarre quand on revient de redormir à la même place. Fait que ça m'a remis dans un quotidien. Ce moment-là que je me suis permis au retour, ça m'a permis de me remettre dans un quotidien avant d'envisager de retourner travailler. Je pense que ce que tu partages de s'assurer d'être bien entouré au travail quand on va y revenir, de prendre du temps pour soi, tu sais... De prendre du temps pour le corps. Il y a une couple d'affaires là-dedans qui sont intéressantes. Là. Le retour, je pense, c'est aussi important que la préparation. On met beaucoup d'emphase sur la préparation, puis évidemment sur le pendant, mais le après, il faut l'envisager. Là. C'est important d'y penser. J'y avais pas tant pensé, mais j'ai été chanceuse d'avoir ce temps-là, parce que je réalise à quel point il est important. Ouais, mais c'est encore vraiment dans des zones de performance, puis même d'ultra-performance, de ne pas considérer l'impact. Puis le besoin de transition que peut-être le corps, la tête ou le cœur a besoin pour vraiment pouvoir digérer puis passer à autre chose de façon saine. Ouais, on veut maximiser nos enchaîner. Vacances. On veut enchaîner, on veut pas de perte de temps, on veut pas... On voit ça comme un temps mort ou une perte de temps, mais il y a plein de choses qui se passent pendant ces moments-là. Là. Pas sous-estimer. Là. Vraiment. Vraiment. Je suis super reconnaissant pour la richesse de tes partages puis ton authenticité, puis c'est super touchant comme échange. On se dirige néanmoins
graduellement vers la fin de l'épisode. Puis il y a une question classique qu'on pose à tous les invités qui est en rapport avec la gestion du temps, puis qui est intimement liée avec le titre de l'émission, qui est 168 pour le nombre d'heures qu'il y a dans une semaine. Alors, tout simplement, toi, Catherine, quelle est ta relation avec le temps en ce moment? J'ai réussi à bien le balancer entre mes deux mondes. Fait qu'il est divisé en deux, malgré je me rends compte que la partie du travail prend beaucoup moins de place qu'avant, même si elle est importante. J'ai réussi à... Je fais mes heures. J'aime pas dire faire mes heures au travail parce que j'aime ce que je fais, mais en dehors de ça, il y a encore plus d'heures. Tu sais, il y en a juste 37,5 que je travaille. 168 moins 37,5. Ça laisse de la place pour faire ce qui me plaît. Fait que je me laisse l'espace pour vivre ce que j'ai à vivre en dehors de ce 37h30-là, en dormant aussi. Ouais, c'est quand même court, 168 heures, puis c'est drôle parce que dans une semaine où je partage mes deux vies, il paraît très court, mais quand je le passe sur le sentier, on dirait que ça devient une éternité. Puis je l'apprécie que ce soit une éternité quand ça se passe sur le sentier. Ouais. C'est comme ça que je vis mes 168 heures. Super. Super. Toujours fascinant, cette modulation temporelle de temps qui paraît passer super vite versus d'autres fois qui ça passe super lentement. Ouais. Et tout se passe dans la tête. C'est tellement fascinant. Ouais. On a comme un super pouvoir de rendre le temps malléable avec notre esprit. C'est quand même spécial, là, mais on peut le moduler comme on veut. On a du pouvoir sur notre temps, puis des fois, on s'en rend pas compte. Oui, absolument. Qui est une devise universelle. Oui. Ouais, vraiment. Écoute, si les gens sont curieux d'en savoir plus sur Catherine ou de te suivre à travers tes aventures, je sais pas, est-ce que t'es sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on te trouve? Oui, je suis assez active sur Instagram. Donc on peut me trouver sous Cat on the Trail avec des underscores ou Catherine Turgy. Okay. À chaque jour que je fais un bout du Sentier national ou une randonnée, j'écris mon petit récit là-dessus avec quelques photos. Je donne des bonnes descriptions. Puis j'écris aussi des articles pour le blog de Rando Québec. Ouais. Qui est facile à trouver. Donc, vous pouvez me suivre comme ça, poursuivre mon périple, puis m'accompagner dans les derniers kilomètres du Sentier national le week-end de l'Action de grâce. Puis ouais, c'est ça, t'as envoyé des félicitations au moment opportun. Oui, quand ce sera fini, même si c'est jamais fini. Parce qu'on sait pas, un jour, je vais peut-être le refaire au complet quand il sera terminé. Je te souhaite un super succès pour ces 2 derniers tronçons, ces 2 derniers week-ends. Je te souhaite de prendre le temps de ralentir le rythme à ce moment-là, de le savourer chaque pas. Puis je te souhaite aussi de continuer à être dans cette super reconnaissance que tu as pour ce que tu as réussi à bâtir pour toi-même, ton équilibre. Là. C'est inspirant. Fait que merci d'être passé et de nous avoir partagé tout ça. Merci, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup à la maison, merci d'avoir été là, peu importe où est-ce que vous êtes, sur la route, dans la voiture ou à la maison en train de nous regarder. C'est toujours super apprécié de pouvoir prendre ces moments-là avec tout le monde. SamuelEstigui.com, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou sur Facebook si jamais vous voulez me poser des questions ou me contacter directement. On se revoit très bientôt.